mọ́tò 150,000 ẹni kó má takú lóru. Eddie Jones, Eddie Jones, ẹgbẹ́ tí ilẹ̀kẹ̀ Jones. Konnichiwa minasan, au Genki desu ka? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série de vidéos sur la suite de Berserk après l'anime. Installez-vous bien et reprenons sans plus attendre notre voyage dans le monde mystique de Kentaro Miura. Les saints d'apôtres qui avaient débarqué sur le champ de bataille s'attaqua à Ganishka qui les accueillit avec une pluie d'éclairs. Guts demanda à Serpico de rejoindre les autres pendant que Zod observait la bataille de loin. D'un coup, il s'élança tel un boulet de canon sur l'empereur, tanqua ses éclairs, puis le transperça de part en part, mais le trou se referma aussitôt à la surprise de l'immortel qui se prit une nouvelle salve d'éclairs avant de repartir à l'assaut de la déité. Il est suivi par le reste des apôtres qui essayaient de le faire se dissiper, mais Ganishka répliqua par une explosion nucléaire qui les tint tous en respect. Zod, qui s'était craché près de Guts, pensa à la prophétie que Sonia lui fit avant son départ et embarqua le guerrier noir sur son dos. Après s'être pris la tête en bons vieux ennemis qu'ils sont, ils firent une trêve pour vaincre leur ennemi commun. L'épée de Guts étant la seule lame capable d'atteindre le corps spectral de Ganishka, ils foncèrent vers le point faible que leur indiqua Silke et transpercèrent le nuage d'éclairs dans un boom sonique. Ils finirent leur course en se crachant sur la berge pendant que l'incarnation de Ganishka se dissipait. Dans son palais, l'empereur furieux subit les répercussions de l'attaque pendant que son armée se retirait de la ville. Les amis de Guts accoururent auprès de lui quand ils virent les deux adversaires fumants continuer de se défier. Ils durent s'interposer entre les deux afin de dissuader Guts de continuer cette guéguerre qui aurait fini par le tuer. Il s'écroula après le départ de Zod et fut transporté par ses amis dans une barque partant pour le navire de Roderick. Pendant que les femmes s'occupaient de lui, Guts vit au loin son ennemi juré baignant dans la lumière de l'aurore et s'endormit au moment où l'embarcation atteignit le navire en mer. Du côté de la ville, le reste des forces alliées du Vatican était dans la tourmente après cette nuit cauchemardesque quand l'armée Kushan émergea de l'horizon encerclant les murs de la cité de leur nombre vertigineux. À l'arrière, l'empereur Kushan, satisfait que ses monstres aient ouvert la voie la veille, ordonna que ses troupes balaient les alliés. La guerre était lancée. Dans une succession de pages tout aussi grandioses les unes que les autres, les forces du Vatican se faisaient purement et simplement balayer. Soudain, les têtes des généraux Kushan se mirent à tomber, transpercées par des flèches tirées depuis une colline par l'archer des faucons. Rakshas s'en mêla également et sema le trouble parmi les cavaliers Kushan. C'est à ce moment que Griffith se présenta à la tête de son armée et lança l'assaut. Les Kushan, pris à revers, commencèrent par se faire transpercer par les lanciers de Locus, puis échappés par Zod et sa troupe de sauvages. Même leurs éléphants ne firent pas le poids face aux géants de Grunbelt. La troupe du faucon, pourtant en sous-nombre, était inarrêtable. Elle finit par encercler le palais mobile de l'empereur et en un instant, Griffith se retrouva face à lui. Ganishka ne put s'empêcher de trembler devant l'absolu de toutes les créatures des enfers. À deux doigts d'être converti par le faucon de lumière, il prit sa forme spectrale pour lui résister, déclamant encore une fois son discours de conquérant sous les yeux de Zod qui se tenait à l'arrière prêt à réagir et de Shiatz qui s'était rapproché pour observer la scène. En une parole, les géants de Griffith arrachèrent le toit du palais mobile et en une seconde, Griffith invoqua un vent qui dissipa la forme spectrale de Ganishka. Une fois l'empereur à genoux devant lui, Griffith lui demanda poliment de se retirer puisque d'un côté, Ganishka ne pouvait rien contre lui et de l'autre, les faucons ne pouvaient capturer un être fait de brume. Comme solution à cette impasse, Griffith proposa qu'ils règlent leurs différends à la capitale royale. Ganishka se leva difficilement et accepta la proposition de Griffith. Le lieu de la bataille finale était décidé. L'ordre de retraite fut donné à l'armée Kushan qui rebroussa chemin sous la stupéfaction des forces alliées, du père Vendimion et des Bakiraka. La troupe du faucon fut acclamée en héros, Griffith subjuguant comme à son habitude
tous ceux qui posaient les yeux sur lui. Federico de Ventimiglia vint à sa rencontre accompagné de sa suite et Griffiths, présentant sa troupe comme étant l'armée de libération du Midlands, demanda à ce que toutes leurs troupes passent sous son contrôle ou se retirent sans interférence. Bien sûr, les nobles s'opposèrent à cette demande impertinente jusqu'à ce que la princesse Charlotte se présente. Tous les seigneurs mirent le genou à terre devant le dernier membre de la famille royale qui, en tant que nouvelle reine, nomma son fiancé comme le commandant suprême de l'armée du Midlands. Les faits d'armes de Griffiths et de sa troupe aidant, les nobles ne purent qu'accepter cette décision quand le père Ventimiglia répliqua, évoquant la nature religieuse de cette guerre ancestrale contre les Kushan, dépassant le cadre des nations. Le coup de massue final fut asséné par l'arrivée du pape qui, à la vue de Griffiths, s'allongea face contre terre devant lui, à la surprise de toute l'assemblée inclinée en sa présence, puis déclara le faucon comme leur sauveur divin. Ces mots résonnèrent en chacun, leur rappelant leur rêve commun, mettant en scène le faucon de lumière. Son autorité était désormais indiscutable. Sur le navire de Roderick, Isidro s'entraînait avec Hazan, l'ex-capitaine des chaînes sacrées, qui s'était retrouvé sur le navire par la force des choses. Pendant que Roderick demandait à son commandant de bord de traiter ses invités avec tous les honneurs, Farnèse se préparait à passer un nouveau cap dans son entraînement à la magie. Sous les indications de Silke, elle réussit à extraire son esprit de son corps et effectua son premier voyage astral. Les deux mages tombèrent sur Guts, sautant à la mer pour sauver Casca, qui, on va dire, faisait la folle. Après avoir été repêché par Roderick et ses hommes, Guts se remémorait ce qu'il avait perdu pendant que Silke redessinait son sceau, se disant que malgré ce que Guts ressentait pour Casca, elle partageait quelque chose d'unique avec lui. Farnèse, qui faisait prendre sa douche à Casca, finit par péter un plomb en voyant tout ce que Guts souffrait pour elle sans qu'elle n'en ait conscience avant de se ressaisir. Peu après, leur navire est attaqué par l'équipage pirate auquel Silke et Isidro firent face quelques jours plus tôt. Roderick alerte prit le branle-bas de combat et bombarda les navires ennemis dépassés par l'Hippocampe, le vaisseau de guerre du prince des mers 10. La bataille navale se poursuivit avec un avantage certain pour l'Hippocampe qui finit par faire détaler l'ennemi. Roderick était sans conteste un génie de la navigation. Pendant qu'il fêtait cette victoire avec du bon rhum, Roderick discuta un moment avec Farnèse, la rassurant sur son importance au sein de son groupe, même si son rôle se limitait à prendre soin de la compagne de l'homme qu'elle aime. Le soir venu, tous s'endormirent sous le clair de lune. À la capitale, les soldats qui étaient venus sauver la princesse reçurent la nouvelle de la victoire de la troupe du Faucon, ainsi qu'une prophétie avertissant les survivants de la capitale de la marche à suivre dans les jours à venir jusqu'à ce qu'ils soient libérés du joug de l'empereur. Le Faucon, quant à lui, avançait fièrement avec ses soldats, suivi par le pape, impatient de célébrer son mariage avec la princesse et de le consacrer roi du Midlands. Évidemment, Sonia ne put s'empêcher de faire des siennes pour attirer l'attention. Du côté des Kushan, le sorcier Daiba essayait de décourager son empereur de jouer son ultime carte. Ce dernier, troublé par sa défaite contre Griffiths, se rendit à son temple maudit, prêt à transcender son état d'apôtre. Il se plongea lui-même dans la matrice où les femmes enceintes étaient jetées, matrice qui était en réalité une béélite artificielle conçue par Daiba. D'un coup, toute la brume de la ville se mit à converger vers lui, aspirant la vie de tous ceux qui se trouvaient dehors, que ce soit ses démons ou ses soldats. Seuls les habitants prévenus par la prophétie et le sorcier Daiba furent épargnés de la purge. Les habitants profitèrent du silence des rues pour sortir de chez eux et les soldats organisèrent l'évacuation de la capitale dans le calme pendant que le commandant Laban et ses hommes pénétrèrent dans le château complètement vide. Ils libérèrent les prisonnières qui s'étaient barricadées dans leurs cellules en suivant la prophétie, leur portèrent les armures éparpillées dans le château et sortirent de la capitale. Arrivés à un barrage ennemi, ils reçurent l'aide inattendue d'un Kushan infiltré, leur permettant de continuer leur
leur marche sans encombre. Ils sont ensuite arrêtés par Chiat et son clan, avec lequel les alliés se mettent à négocier. Le couchant des faucons proposa aux Bakiraka de les rejoindre en leur vendant le nouveau monde qui s'apprête à voir le jour. Mais les Bakiraka, qui avaient l'habitude de ne compter que sur eux-mêmes, déclinèrent leur offre, mais leur permirent quand même de passer, curieux de voir l'avènement de ce nouveau monde. Plus loin, ils finissent par tomber sur les troupes du faucon, avec à leur tête le fantasmagorique Griffiths. À la capitale, Daiba sortait en panique du temple, fuyant une entité difforme qui l'avait envahi. Il s'agissait de l'empereur, disant qu'il avait pris possession du pouvoir se trouvant dans les tréfonds de l'enfer. Il fit s'écrouler le temple qui n'était plus en mesure de contenir sa tête et ses membres se mirent à émerger du sol tel l'enfer jaillissant sur le monde. Sur la colline, tous se mirent à regarder au loin. Humains comme apôtres s'apprêtaient à assister à la fin du monde tel qu'ils le connaissaient, incarné par cette ombre colossale qui se tenait à l'horizon. Sur le bateau, Silke, Farnèse, Guts, Casca, Puck et même le Bélitz en leur possession l'ont ressenti. Leur monde était en train de se fracturer. De sa tête qui se tenait au-dessus des nuages, à son tronc où se mouvaient des tentacules aux dimensions gargantuesques, la terreur qu'inspirait cette déité fit s'incliner les Kushan en poste autour de la capitale. Ganishka du haut des cieux les confondit à des insectes qui l'écrasa tel le grand terrassement puissance 10 000. Comme un enfant s'émerveillant des curiosités du monde, il entama sa marche empreinte du sang de ses troupes. Les Bakiraka, choqués par l'apparition de ce dieu du chaos, se demandaient comment le faucon allait l'affronter. Le pape rassura ses sujets en leur disant que cette incarnation des ténèbres sera bientôt purifiée par le faucon de lumière. Partout dans le Midlands, on pouvait apercevoir l'entité macabre qui se mouvait à l'horizon. Les immenses piliers qui lui servaient de pattes continuaient d'écraser ses hommes par milliers quand Daiba essaya de lui faire entendre raison en vain. L'empereur, perdu dans son délire, lui répondit en déchaînant les éléments contre lui, ce qui se manifestait sur terre comme une chute de météorites. Le dieu Shiva, destructeur du monde, était inarrêtable. Ayant oublié jusqu'à son identité, il fut attiré par la lumière du faucon vers laquelle il se dirigea. Au sol, des monstres à son image naissaient des restes écrasés de son armée et se mirent eux aussi à se diriger vers la lumière. Griffiths ordonna à sa troupe de se tenir en position et aux soldats de l'Alliance de protéger la reine, le pape et le peuple. Il appela ensuite ses démons guerriers en première ligne face aux monstres géants de Ganishka, puis dans une page solennelle, leur demanda de libérer leur forme démoniaque. Les apôtres jaillirent de derrière le faucon de lumière et s'élancèrent sur l'ennemi. Au milieu de ce chaos, Grunbeld et sa troupe de géants brûlèrent et écrasèrent les ennemis. Locus et ses lanciers les embrochèrent sans pitié et Zod se faisait une joie d'étriper tout ce qui était sur son passage. Devant cette scène infernale, les humains prirent peur et commencèrent à douter de l'humanité de celui qui commandait ces abominations avant d'être rappelés à l'ordre par Sonia qui par télépathie les exhorta à combattre aux côtés de ces démons qui versaient leur sang pour eux. Elle s'élança ensuite vers un des monstres ennemis avant d'être sauvée par Karyudo, l'archer de la troupe. Elle avait par ce tact réussi à convaincre les soldats humains qui se joignirent aux apôtres sur le champ de bataille. Canonniers, arbalétriers, cavaliers, lanciers agirent de concert pour abattre l'ennemi. Sonia, qui refusa de descendre du loup-garou, assista aux premières loges à sa démonstration de force. Dans un spectacle invraisemblable, humains et démons coopéraient sur le champ de bataille. Bêtes et humains, loués agneaux, sacrés et maudits avançaient main dans la main. Daiba n'en croyait pas ses yeux. Alors que l'armée de Griffiths avançait en force, elle se retrouva face au mur Ganishka qui écrasa la ligne
de front. Mais Zod émergea de la fumée, navigua à travers les tentacules de Ganishka avec Griffith sur son dos, puis atteignit le sommet de la créature où ils posèrent le pied. Sous les regards de Zod et Rakshas dissimulés dans l'ombre de ce dernier, Griffith atteint le véritable corps de Ganishka dont le passé fut dévoilé. Baignant dans le jeu du trône depuis son plus jeune âge, le prince Kushan qu'il était survécut à d'innombrables complots jusqu'à accéder à la royauté. Après moult batailles où il fit de son petit pays une grande nation, il finit par être trahi par son propre fils au cours d'un banquet. Alors qu'il allait rendre son dernier souffle, il saisit le Bélitz que lui avait offert Daiba au cours d'un de ses voyages et sacrifia le traître pour devenir l'apôtre qu'il est aujourd'hui. Ganishka ouvrit les yeux et vit Griffith dans ses attributs de Femto qui le toucha en l'enveloppant de sa lumière. C'est à ce moment qu'une épée de Bélitz déchira l'espace et que le chevalier squelette apparut entre Zod et le faucon. Gaiserik a bâti son épée sur le God Hand, mais à sa grande surprise, son attaque n'eut aucun effet. Il esquiva à son tour une attaque de Zod quand Femto s'adressa à lui disant qu'il l'attendait. Il saisit ensuite, tel un ruban, la fente dimensionnelle tracée par l'épée de Gaiserik et l'appliqua sur Ganishka, ce qui ouvrit un immense portail vers le monde astral qui s'étendit aux limites du corps de la déité ainsi qu'à tous les monstres qu'il avait générés. Devant les yeux ébahis de l'assemblée, les nuages qui obscurcissaient le ciel se dispersèrent tous, transcendant au passage tous les humains présents en ce lieu. Les portes du paradis semblaient s'être ouvertes. Partout dans le Midlands, le ciel irradiait d'une lumière intense qui englobait tout sur son passage jusqu'à atteindre le navire de Roderick où Guts et ses amis se trouvaient, puis tout doucement la planète entière. Suite à cet événement, les créatures du monde astral se mirent à déferler dans le monde humain, rampant comme volants, ogres comme dragons des légendes, les horribles trolls rencontrés plus tôt, comme les esprits d'outre-tombe réincarnés. Partout dans le monde, les humains virent de leurs yeux toutes les créatures de leur imaginaire qui étaient jusque-là reléguées au plan de légende. Le monde de Fantasia venait de naître de la fusion entre le monde astral et le monde réel. On eut également l'occasion d'apercevoir chacun des God Hands dans ce qui semblerait être leurs dimensions respectives. Sur le champ de bataille, le corps de Ganishka s'était mué en un immense arbre de lumière, étendant ses branches dans les cieux. Tous regardaient d'un air stupéfait l'Yggdrasil, l'arbre de Bouddha, l'arbre de vie, mentionné dans la plupart des religions du monde. À la place de la capitale royale se trouvait une immense cité dont les remparts arboraient des sculptures grandioses et dont l'intérieur regorgeait de milliers d'édifices à l'architecture raffinée. Cette cité, plus grande encore que la ville légendaire enfouie sous la capitale, fut baptisée par le pape du nom de Falconia, le trône du faucon et la capitale du nouveau monde. Griffith descendit des cieux, porté par son bras droit, et sans un mot, il pointa l'entrée de la cité vers laquelle tout le monde se mit à se diriger. La longue file formée de démons comme d'humains de toutes les races pénétra à l'intérieur de Falconia, leur nouvelle maison. À très vite pour l'épisode final.